Alors, l'actualité du jour et pourquoi est-ce qu'on vous a proposé ce webinaire, c'est pour vous parler d'une actualité très forte qui est le montant net social. Vous en avez déjà entendu parler, évidemment. On a fait de multiples courriers sur le sujet, mais aujourd'hui, c'était l'occasion de refaire une synthèse et de vous donner les derniers points d'actualité ou comment ça va se passer ce mois de juin, sachant que effectivement, pour la quasi-totalité de vous tous, clients d'ADP, le montant net social va s'afficher sur les bulletins de paye dès ce mois de juin, donc dans finalement quelques jours maintenant. Donc le montant social, c'est cette nouvelle mention. Euh, Attends, on va rester Pardon. sur le premier slide le temps que je présente les personnes, juste. Donc, nous sommes quatre personnes ici, je vous rapidement vous les présenter. Donc moi-même, je suis François Gaudreau, je suis directeur du support opérationnel chez ADP. Et je suis accompagné pour cette présentation de Marie-Eugénie Sassier, qui est responsable de la veille sociale et de la modélisation chez ADP. Donc, elle vous présentera toute une partie du fond légal et de ce qu'il y a dans nos produits. Et puis, Laetitia Baloul-Carini et Audrey Kaplan-Lansbury, qui sont directrices de projet en charge des déploiements et qui passent donc, qui occupent leur temps de travail à déployer ces grands projets, et en l'occurrence celui du montant d'aide sociale. Et je leur laisserai la parole pour vous rappeler les grandes étapes, celles qui ont été faites, mais celles qui restent à faire. Alors, le montant d'aide sociale, on va passer directement à l'agenda, et peut-être aussi que je vais passer, avant de vous décrire l'agenda, je voudrais juste revenir sur les petits aspects techniques de ce webinaire. Donc, technique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, normalement, votre son est coupé. Vous ne pouvez pas intervenir pour poser des questions, mais il y a un chat pour ça. Donc, on vous propose de poser vos questions à travers le chat. Et à travers ce chat-là, vous pourrez poser vos questions et nous y répondrons pas en live, si en live, mais pas en direct au moment où vous la posez, mais en fin de présentation. Nous allons d'abord dérouler la présentation et nous consacrerons une partie du temps à la fin pour répondre aux questions qui ont été dans le chat, sauf si vraiment il y a eu trop de questions que nous n'avons pas le temps de répondre à toutes. Mais on va faire en sorte que ce soit possible. Autre point, je vous dis et je vous avertis, parce que c'est important de le savoir, que cette session est enregistrée. Donc, cette session va être complètement enregistrée, ce qui nous permettra par ailleurs, à l'issue de cette session, de vous transmettre un lien qui vous permettra d'une part de exécuter le replay de la session si vous le souhaitez, ou le montrer à quelqu'un d'autre. Et d'autre part, on vous enverra un lien. Dans ce lien, vous aurez ici le lien sur la présentation PowerPoint et vous pourrez récupérer la présentation PowerPoint. Donc voilà pour tout ce qui est des considérations, j'allais dire, un petit peu techniques de ce webinaire. Alors, l'agenda de notre présentation, c'est quoi? Première partie, Marie-Eugénie va vous présenter le contexte du projet. Qu'est-ce que c'est que ce montant net social? C'est quoi le fondement légal? Comment il s'est calculé? Comment il doit être calculé? Euh, Comment ça se passe dans la DSN? Parce que vous le savez, tout maintenant impacte la paye et la DSN, c'est toujours lié. Et comment ça va se transcrire sur les bulletins de paye ADP? Donc ça, c'est la partie contexte projet que Marie-Génie va vous présenter. Et puis, Audrey et Laetitia vous présenteront le dispositif, donc les grandes étapes que nous avons mises en œuvre, notre plan de communication, vous rappelez ce qu'on a fait et ce qui reste à faire, la, l'encart salarié qu'un certain nombre d'entre vous a choisi pour avertir les salariés, expliquer aux salariés en quoi consistait le montant d'aide sociale, et puis quelques autres éléments, notamment sur ACE pour tous ceux qui ont ACE. Voilà pour ce qui est du planning. Il est 11h07. Je vous remercie d'être aussi nombreux. Je vois que ça monte tout le temps. Nous sommes maintenant près de 1300 personnes. Merci beaucoup de votre écoute et de votre participation. C'est vraiment très encourageant pour nous d'avoir des événements qui regroupent autant de clients. Je vais directement passer la parole à toi, Marie-Eugénie, et tu vas pouvoir dérouler le contexte du projet. Je pense qu'on peut commencer sur cette partie-là. Oui, Donc, merci. je te Je laisse la vois qu'il y a parole. Merci beaucoup François. Je vois qu'il y a beaucoup de problèmes de son. Alors voilà, je vois qu'il y a des personnes qui mettent cliquer sur les trois petits points sur l'écran et peut-être changer d'audio. Donc voilà, merci d'avoir remis ça dans le chat. Je suis navrée pour ceux à qui ça ne fonctionne pas. On vous enverra tout le replay, donc Oui, vous aurez je vois toutes la les question. informations. Aurons-nous une présentation écrite, hein, comme je le disais? Oui, oui, vous aurez ce PowerPoint. Dans le lien que nous vous enverrons après, vous aurez le replay et la présentation PowerPoint. Tout à fait.
Voilà. Donc on rentre dans les informations légales. Donc ce montant net social, mais ça va être une nouvelle donnée de nos bulletins de paye. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce montant net social? D'où il sort, etc. Eh bien, en fait, l'administration, vous l'entendez d'ailleurs très récemment là au sein d'un projet de loi marché du travail où ils veulent avoir une réforme du RSA. On se rend compte qu'il y a aujourd'hui beaucoup de bénéficiaires qui ne peuvent pas, beaucoup de bénéficiaires qui ne prétendent pas au montant, à toucher le RSA ou la prime d'activité. Parce que parce qu'ils sont pas au courant qu'ils peuvent y avoir droit, parce que le montant des déclarations les montants qui sont déclarés ne sont pas corrects, etc. Donc, pour faire en sorte et pour préparer demain la solidarité à la source et faire en sorte que tous les bénéficiaires du RSA et de la prime d'activité puissent en bénéficier, eh bien, le gouvernement nous a demandé à créer ce montant net social. Je vois qu'il y a des problèmes de slide. Alors, je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil ou si. Non, mais justement, je vais essayer de voir avec Mathieu pour qu'il intervienne. Je ne sais pas si c'est à notre niveau ou si c'est. J'ai l'impression que c'est au niveau individuel. Ouais, ça, Pour je vois que autant, certains voilà, fonctionnent. voilà, vous Merci. voyez. Merci pour vos réponses pour ceux qui voient les slides. Parfait. Pour autant, on va essayer de répondre à ceux qui ont des difficultés. Merci. Merci beaucoup. Donc oui, on va avoir une nouvelle définition qui va correspondre réellement aux revenus que le salarié doit déclarer sur sa déclaration de ressources chaque mois pour pouvoir prétendre au RSA ou à la prime d'activité. Et donc ce montant net social devient une nouvelle mention obligatoire sur les bulletins de paye. Nouvelle mention obligatoire sur les bulletins de paye à partir du 1er juillet 2023 au plus tard. Le gouvernement nous a dit, la direction de la sécurité sociale notamment, nous a dit que ce montant net social devra être affiché sur les bulletins de paye au titre des rémunérations versées à compter du 1er juillet 2023. Donc, on a fait le choix, on vous le montrera après, au sein d'ADP, d'afficher ce montant net social dès juin 2023, notamment pour embarquer les entreprises qui sont en décalage de paye, puisque pour elles, les rémunérations sont versées dès le 1er juillet, et donc ce montant net social doit déjà être affiché sur le bulletin de paye. C'est vraiment une mention obligatoire du bulletin, puisque si jamais, comme toute mention obligatoire du bulletin qu'on retrouve dans l'article R3243.1 du Code du travail, si ce n'est pas affiché sur le bulletin de paye, potentiellement, l'employeur peut être redevable d'une contravention. Et donc, c'est une amende qui est prévue pour les contraventions de troisième classe. Donc, il est vraiment important d'afficher ce bulletin, ce montant net social sur nos bulletins de paye, comme le précise l'arrêté du 31 janvier 2023. Il faut savoir qu'à terme, à compter du 1er janvier 2024 au plus tard, le portail Mes droits sociaux, c'est un portail dont tout le monde a accès, mesdroitssociaux.gouv.fr. Sur ce portail-là sera directement affiché le montant net social qui sera issu des données de la DSN. Donc moi, employeur, je vais calculer le montant net social de mon salarié, je vais l'afficher sur mon bulletin de paye. Comme il est sur le bulletin de paye, de fait, il va être déclaré sur la DSN. Et une fois qu'il sera déclaré sur la DSN, eh bien l'administration, via le portail Mes droits sociaux, ira rechercher cette information-là et ça permettra aux salariés d'avoir un peu une déclaration pré-remplie pour pouvoir bénéficier de ces prestations. Pour le moment, le montant net social ne sera utilisé que pour les déclarations de ressources pour bénéficier du RSA et de la prime d'activité. À terme, il sera prévu qu'il soit utilisé pour l'ensemble des prestations sociales qui sont versées notamment par la CAF et qui seront peut-être versées aussi en automatique dans le cadre de la solidarité à la source. Ce montant net social, il va être utilisé réellement par les salariés qui peuvent prétendre au RSA ou à la prime d'activité, mais il n'en reste pas moins que l'arrêté du 31 janvier 2023 nous dit qu'il doit être affiché pour l'ensemble des salariés. Donc, il faut qu'on soit éligible au RSA ou pas, qu'on soit à temps plein, à temps partiel, en CDI, en CDD, travailleur temporaire, stagiaire, etc. Ce montant net social doit être affiché et adressé à l'ensemble des salariés, donc peu importe leur statut, leur mode de rémunération et leur lieu de travail.
Donc, par exemple, nos salariés expatriés doivent également avoir un montant net social affiché sur le bulletin de paye. Donc, ça veut dire que quand on parle d'ADP, eh bien, c'est l'ensemble de nos clients ADP, donc de nos salariés ADP, qui vont avoir ce montant net social. Aujourd'hui, il n'y a que 2 exceptions, ce sont les salariés qui travaillent à Monaco, qui n'auront pas ce montant net social, et les salariés de la Polynésie française. Donc voilà pour le contexte légal. Maintenant, une fois qu'on a rappelé ce cadre, rentrons dans le vif du sujet, comment on va calculer ce montant net social. Le montant net social, c'est à mi-chemin entre le net à payer avant impôt sur le revenu et le net à payer. Donc c'est pas du net imposable, c'est pas du net à payer, c'est une nouvelle notion qu'il va falloir s'approprier. Et en fait, le montant net social, c'est quoi? C'est le total des sommes brutes versées aux salariés. Donc ce que nous dit l'arrêté du 31 janvier, c'est qu'on va prendre la totalité des sommes, avantages et accessoires en nature ou en argent, dus en contrepartie d'un travail ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective. Voilà. À cela, on ajoute les sommes destinées à compenser la perte d'un revenu d'activité versé sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la dénomination, sauf les IGSS et la part patronale des frais de santé. Je vous ferai sur un slide après, je vous ai listé quelques grandes thématiques, quelques grandes sommes qui vont alimenter notre brut social ou en être exclus pour que ça soit plus simple. Donc pour schématiser, on a un nouveau brut qui va s'appeler le brut social. Et ce brut social, ça correspond à l'ensemble des rémunérations brutes, l'ensemble des sommes que l'employeur verse aux salariés. Peu importe le régime social ou fiscal de la somme, qu'on ait une prime qui soit soumise à cotisation et impôt ou alors totalement exonérée, eh bien, elle alimentera notre total brut social. De ce gros nouveau package là, brut social, on va enlever tout un package de cotisations. On enlève les cotisations obligatoires. On parle des cotisations et contributions sociales obligatoires d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié. Et donc, de ces cotisations salariales obligatoires, ce sont les cotisations qui sont rendues obligatoires par le Code de la sécurité sociale. Donc, en pratique, on va enlever toutes les cotisations de sécurité sociale, les cotisations salariales de sécurité sociale, les cotisations salariales de retraite complémentaire, la CSG-CRDS, la cotisation salariale chômage si elle existe encore, notamment pour les intermittents du spectacle, et on va enlever les cotisations salariales de mutuelle, frais de santé. Toutes les cotisations salariales de mutuelle, qu'elles soient obligatoires ou facultatives dans l'entreprise, si on a une option par exemple, toutes ces cotisations-là viennent en déduction du brut social. Et donc ce gros brut social moins mes cotisations obligatoires, ça me fait mon montant net social. Ce montant net social, il doit être calculé chaque mois et uniquement en mensuel. Il n'y a pas de notion de régularisation progressive, pas de notion de cumul sur le montant net social. C'est une photo, entre guillemets, à un instant T du montant net social perçu par le salarié. Je vois qu'il y a plein de petites questions sur les cotisations, etc. Donc, je vais certainement vous donner déjà des notions. Quels sont les éléments qu'on va prendre en compte dans le brut social? Évidemment, on prend toutes ces notions de salaire, hein, tout le salaire, y compris les rémunérations qui sont versées aux contrats aidés, aux alternants. On prend aussi les gratifications des stagiaires, hein, que la gratification, elle soit soumise à cotisation ou pas. On va tenir compte des jetons de présence qui sont versés aux mandataires. On tient compte des primes. Donc, et là, c'est là où c'est quand même assez nouveau, en fait. On tient compte des primes, quel que soit leur régime social ou fiscal. Donc, une prime d'ancienneté qui est soumise à impôts et cotisations, on se dit, enfin, voilà, je pense que ça, c'est logique dans l'esprit de tous, on la prend en compte dans notre montant net social. Une prime PEPA, voilà, les primes Macron, etc., primes de partage de la valeur, eh bien, même si elles sont exonérées de cotisations et d'impôts, viendront aussi alimenter notre brut social. C'est vraiment tout ce qui vient
en monnaie sonnante et trébuchante, si je puis dire, dans la poche du salarié, eh bien, toutes ces sommes-là viennent participer au calcul du montant net social. Donc pareil, on tient compte de notre maintien de salaire. Alors j'ai mis maladie, mais évidemment aussi en cas d'accident du travail, maternité, etc. Le salarié il est absent. En face de cette absence, il a une rubrique d'indemnisation. Cette rubrique d'indemnité vient constituer notre brut social. Les IJ prévoyance aussi viennent constituer le brut social, qu'elles soient soumises à cotisation ou pas. Donc, toute l'intégralité des IJ prévoyance, quel que soit leur régime social, viendront alimenter notre net social. On ne tiendra pas compte des IJSS net en cas de subrogation. Par contre, je vais essayer d'être clair, mais dans le cadre de vidéos qui accompagnent ce montant net social que vous présentera Audrey Caplin tout à l'heure, on avait fait un exemple chiffré. J'ai un maintien de salaire, je suis absent pour maladie. Donc, j'ai ma ligne d'absence, j'ai une ligne de maintien de salaire, voilà, maladie, et j'ai des IJSS qui viennent en diminution pour avoir un brut social diminué de ce montant des IJSS bruts. Les IJSS bruts qui sont en déduction viennent participer à notre calcul du brut social. Par contre, on n'ajoute pas les IJSS nets puisque là, c'est la CPAM, comme pour le prélèvement à la source en fait, c'est la CPAM qui va déclarer à l'administration les IJSS nets qui auront été perçus par les salariés. Les indemnités de rupture. Donc les indemnités ou les indemnités de rupture, on en tient compte quel que soit leur régime social et fiscal. Donc une indemnité de licenciement, qu'elle soit soumise à cotisation ou pas, soumise à CSG ou pas, soumise à impôt ou pas, viendront nos indemnités de licenciement, enfin de toutes les indemnités de rupture, viendront alimenter le brut social, y compris les indemnités de non-concurrence. On tient compte évidemment des heures supplémentaires, des heures complémentaires, du rachat des RTT, des avantages en nature. Je vous l'ai dit, on tient compte de la gratification des stagiaires, toutes les sommes qui viennent rémunérer des congés. Donc les indemnités de congés payés, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de RTT, les indemnités de CET, etc. Tout ça viendra alimenter le net social à partir du moment où le salarié les touche, en fait. Il faut avoir ça en tête. Il faut que le salarié, oui, touche la somme réellement dans son porte-monnaie, si je puis dire, chaque mois. Puisque, j'ai deux petits points encore. Par rapport à l'épargne salariale, c'est pareil, la participation et l'intéressement participeront au calcul du net social uniquement s'ils sont perçus par le salarié. Lorsqu'ils sont placés sur un plan d'épargne, ces sommes ne participeront pas au calcul du net social, même au moment de leur déblocage. Donc il faut que la participation et l'intéressement soient versés par l'employeur et donc perçus par le salarié pour qu'on puisse calculer ça alimente notre calcul de montant net social. Lorsque la participation et l'intéressement sont perçus par le salarié, mais pas versés directement par l'employeur, mais versés par un établissement financier, versés par la banque, eh bien c'est la banque qui se chargera de calculer le montant net social et de le déclarer aux organismes et de transmettre l'information aux salariés. Et enfin, il y a quelque chose qui est peut-être, vous l'avez peut-être palpé, vous l'avez peut-être déjà vu dans les différents articles qui peuvent être publiés sur son montant net social. On ajoute à ce nouveau gros package là de brut social les cotisations patronales de prévoyance et de retraite supplémentaire. L'administration a considéré que ces cotisations-là de prévoyance, de retraite supplémentaire sont facultatives. C'est pas la notion de facultatif dans le cadre de l'accord collectif, etc. Vous pouvez avoir des accords collectifs qui disent la prévoyance est obligatoire dans mon entreprise pour tous les salariés. Oui, mais au sens du Code de la sécurité sociale, c'est pas une cotisation qui est obligatoire dans les entreprises. Chaque entreprise est libre, entre guillemets, de mettre ou pas de la prévoyance, ou libre ou pas de mettre de la retraite supplémentaire.
Donc, comme il y a cette liberté et que ce n'est pas imposé par le Code de la sécurité sociale, contrairement à la mutuelle, puisque désormais on a un article L911-7 du Code de la Sécu qui nous dit la mutuelle est obligatoire dans toutes les entreprises et toi, employeur, tu dois y participer. Eh bien, toutes les autres cotisations qui arrivent en plus, ce sont des avantages pour les salariés, quoi qu'il en soit. Donc, les cotisations patronales à la protection sociale complémentaire facultative doivent alimenter le brut social. Et en contrepartie, les cotisations salariales de prévoyance et de retraite supplémentaire ne viendront pas en déduction de ce brut social. Donc, c'est vraiment c'est un changement de paradigme, entre guillemets, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui dans nos calculs de réintégration sociale et fiscale. C'est vraiment quelque chose d'assez novateur par rapport à la protection sociale complémentaire. Je continue, je parle beaucoup, je suis désolée. On a des éléments qui sont exclus du brut social. Je vous l'ai dit, les IJSS net ne participeront pas au calcul du brut social. L'intéressement et la participation qui sont placés sur des plans d'épargne ne participeront pas non plus au calcul du montant net social, y compris au moment de leur déblocage. Voilà, parce que aujourd'hui, l'administration nous a dit, bah non, on fait la photo à l'instant T, au moment où il y a la répartition de l'intéressement ou de la participation. Peu importe que ça soit débloqué dans 5 ans, au moment du déblocage, ça ne viendra pas alimenter le montant net social. Les abondements des employeurs ne viendront pas non plus alimenter le montant net social, puisque par définition, normalement, l'abondement, il est placé. Les IJSS net, je vous l'ai dit, n'alimenteront pas le brut social calculé par l'entreprise. Voilà. Les frais professionnels, tout ce qui est considéré comme frais professionnels et donc les primes de panier, même si c'est pas dit, c'est pas un vrai frais professionnel, mais la part patronale des tickets restaurants, etc. Tout cela ne vient pas alimenter, ne vient pas gonfler notre brut social. À partir du moment où je respecte les limites d'exonération qui sont prévues donc par le Code de la sécurité sociale au titre de mes remboursements pour frais professionnels, ça n'alimente pas mon brut social. Je sais pas, moi, je suis un salarié qui voyage, l'employeur me rembourse ma nuit d'hôtel. Eh bien, à partir du moment où j'ai mon justificatif de frais de nuit d'hôtel, et ben ce remboursement de frais n'alimentera pas le montant net social. Il y a deux grosses autres typologies de sommes qui ne viennent pas alimenter le brut social, le montant net social. Ce sont les avantages liés aux activités sociales et culturelles qui sont prises en charge par le CSE. Donc voilà, la participation du CSE au chèque vacances, j'ai ça en tête parce que c'est d'actualité. Les œuvres sociales, les avantages tarifaires, tout cela n'alimentera pas le net social. Par contre, si c'est l'employeur qui finance la part patronale, enfin qui finance le chèque vacances, alors là, la participation de l'employeur alimente le brut social. Et enfin, un salarié, qu'il ait de la pension alimentaire ou pas, eh bien, aura le même montant de net social. Le montant net social ne tiendra pas compte de la saisie sur salaire ou de la pension alimentaire. En titre de frais professionnels, j'ai parlé donc oui des frais pro repas, des titres restaurants. On peut imaginer aussi les frais des prises en charge des frais de transport en commun, donc la prise en charge des forfaits Navigo à Paris par exemple. Et bien ça, tant qu'on respecte les limites d'exonération, ça n'alimentera pas le net social. Donc voilà sur le calcul du montant net social. Et par rapport, donc on a parlé vraiment du brut social, et par rapport aux cotisations, on exclut du brut social les cotisations salariales de sécurité sociale, donc il n'y a plus la maladie, sauf Alsace-Moselle par exemple, mais vieillesse, etc. La retraite complémentaire, le chômage le cas échéant, la CSG, CRDS, et les cotisations salariales de mutuelles, qu'elles soient obligatoires ou facultatives. Donc, on est le socle de base ou les options. Les cotisations salariales de prévoyance, de retraite supplémentaire, donc ce qui vient en plus de la vieillesse et de la retraite complémentaire, ne viendront pas diminuer notre fameux nouveau package
brut social. On l'a dit et vous le savez, François vous l'a dit aussi tout à l'heure, ce qui est affiché sur le bulletin de paye, eh bien inéluctablement, ça doit être aussi déclaré dans la DSN. Et donc l'administration prévoit 2 modes de déclaration. En fait, pour l'année 2023, on utilise une valeur de réserve 0,27 dans le bloc 51 rémunération. Donc, à partir du juin, là, à partir du moment où vous allez avoir votre net social affiché sur le bulletin de paye, eh bien, ce montant net social va alimenter notre DSN en 2023 dans le bloc 51 rémunération. Attention, c'est un peu particulier parce que ce montant net social, même s'il est défini par le code de la Sécu, il doit être daté en période de versement. C'est un petit peu comme le net fiscal, c'est vraiment la photo à l'instant T de la somme qui est versée. Donc, on va dater notre montant net social en période de versement dans notre fameux bloc 51 avec la valeur de réserve 0,27. Ça, c'est juste là pour le deuxième semestre 2023, puisque à terme, en vitesse de croisière, la DSN a créé un nouveau bloc, le nouveau bloc 58, éléments de revenus calculés en net. Et donc, dans ce nouveau bloc 58, éléments de revenus calculés en net, on a un nouveau type, donc le type 03, montant net social. Et donc, à partir du 1er janvier 2024, nous déclarerons tous les mois notre montant net social dans ce bloc 58 type 03. On l'affiche, on l'a calculé en paye, il va alimenter la DSN et bien évidemment, je vous l'ai dit, ce montant net social doit être affiché sur le bulletin de paye. Il y a une refonte du bulletin de paye et c'est une nouvelle mention obligatoire, notre montant net social. Et donc, l'arrêté du 31 janvier 2023 vient nous dire, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais vous savez, dans notre pavé, là, montant net social, enfin net à payer avant impôt sur le revenu, on a vu une ligne dont, mince, j'ai un trou, dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations d'assurance chômage et maladie. J'ai plus l'intitulé en tête exactement, je suis désolée, mais voilà, on nous dit que cette ligne, cette phrase à rallonge peut être supprimée, doit être supprimée de nos bulletins clarifiés. Donc, on a profité de cette suppression et on a pris la place pour aller afficher notre fameux montant net social. Donc, à partir à partir de vos bulletins de juin 2023, donc vous aurez le montant net à payer avant impôt sur le revenu, comme d'habitude, mais en plus, vous aurez cette nouvelle ligne, montant net social, avec la valeur associée. Donc, chaque mois, sans régularisation, sans cumul, on pourra afficher un montant positif, nul, puisque bah voilà, il peut y avoir un montant à 0, et on peut être amené à afficher un montant négatif si jamais, bah voilà, par le jeu des régularisations qu'on peut avoir, des rappels, etc., il est admis par l'administration que le montant net social puisse être négatif. Donc voilà, j'en ai fini sur l'explication légale. Je laisse la parole à Audrey Caplin pour qu'elle vous présente désormais le dispositif ADP. Et puis, on prendra aussi ensuite un temps pour répondre à vos questions. Merci Marie-Eugénie. Bonjour à tous. Alors vous le savez, l'intégration du montant net social, bien sûr, a fait l'objet d'une mise à jour de votre système d'information avec à partir d'avril la mise en œuvre du calcul du montant net social. ADP a fait le choix là, de déployer ce montant net social à partir de juin, période à laquelle nous allons bénéficier de la réorganisation des rubriques. Marie vient de vous en parler, avec un nouvel affichage sur le bulletin clarifié, tel qu'on vous l'a montré. Pour la quasi-totalité, vous avez déjà validé le paramétrage du MNS et ça va donc être affiché sur le mois de juin. Si toutefois un certain d'entre vous n'aurait pas encore validé le paramétrage, c'est encore possible de ne pas l'afficher sur le mois de juin et de le faire pour le mois de juillet. Pour ce qui concerne la déclaration DSN, Marie vient de vous l'expliquer, elle se fera à l'issue de la paye de juin, les 5 et ou les 15 juillet, via le bloc 51, et ça va changer donc en janvier 2024 avec l'abandon de ce fameux bloc pour effectuer la déclaration via le bloc 58 qui le remplacera.
Maintenant, je voulais vous faire un petit reminder, un focus sur le plan de communication qui a été adressé à l'ensemble de notre parc client. Hein, vous retrouverez le contenu de cette communication à la fin de la présentation en annexe. On sait que on est tous dans une actualité assez dense, donc vous retrouverez certaines communications qui vous ont été adressées tout au long des mois précédents. Vous êtes au courant car depuis février, les premières communications présentant le dispositif légal ont été publiées avec notamment un flash info Publica et une newsletter info d'experts. Courant mars, une communication générale expliquant le cadre légal, le contexte, le dispositif imaginé chez ADP vous a été adressé par mail. Et pour ceux qui ont assisté à la rencontre échange client le 4 avril, vous avez pu bénéficier d'une présentation sur le sujet. Je souhaite juste attirer votre attention sur les deux communications suivantes. La première correspond à l'envoi d'un bon de commande, donc encart salarié. En effet, la nouveauté du montant d'aide sociale va certainement entraîner des questions de la part des collaborateurs, si ce n'est déjà fait, de vos collaborateurs. Donc, pour vous aider à y répondre, on vous propose une option qui est de joindre au bulletin de paye un encart expliquant de façon synthétique la composition du montant d'aide sociale et son utilité. J'y reviendrai, je vous montrerai l'encart juste après. Donc, cette option, je vous ai proposé pour une édition en juin, pour ceux qui ont déjà retourné leur bon de commande. D'ailleurs, on vous remercie pour votre adhésion. Juste pour vous donner un ordre d'idée, on a environ 700 000 salariés qui bénéficieront de cette information sur leur bulletin de paye en juin. Pour ceux qui ne l'ont pas encore retourné, c'est pas trop tard, vous pouvez encore le faire. Vous pouvez bénéficier d'une édition de l'encart en juillet. Merci dans ce cas-là de nous transmettre le bon de commande assez rapidement pour préparer cette édition. En complément, pour vous aider dans la compréhension du calcul, du contexte, deux vidéos pédagogiques ont été conçues. Et fin mai, nous vous avons envoyé donc un email reprenant les liens de ces deux vidéos. L'une des vidéos porte sur les principes généraux et le contexte légal. La seconde explique comment se calcule le montant d'aide sociale. Donc, bien sûr, ces vidéos vont rester disponibles sur les mois à venir pour les consulter lorsque vous le souhaitez. Marie est en train de vous montrer là, au niveau de la slide, simplement un visuel. Retenez juste que le support va vous être transmis à l'issue de la WebEx avec le replay et ça va vous permettre de retrouver facilement le lien vers ces vidéos. Puisqu'on a conscience que pas mal de communications, après il faut rechercher toutes les communications. Donc vous allez retrouver ces vidéos ici avec les liens. Pour ceux qui n'auraient pas pris connaissance de cette proposition d'encart salarié, prenons un instant pour vous montrer comment il se compose. Donc en préambule, vous voyez que nous expliquons aux salariés, donc dans le bandeau bleu tout en haut, le contexte dans lequel s'inscrit la mise en place du montant d'aide sociale et pourquoi on affiche le montant d'aide sociale sur le bulletin. Au cœur de l'encart, nous présentons la manière dont est calculé le montant d'aide sociale en lien visuel avec le bulletin à gauche et comment est décomposé ce calcul. Et la dernière partie de l'encart explique ce que contient le nouveau bloc cotisation et contribution sociale facultative. Voilà, vous avez l'occasion, si vous le souhaitez aussi, de vous rapprocher de vos services clients si vous souhaitez le voir de plus près, pour recevoir un spécimen, si vous souhaitez aller un peu plus loin que cette présentation. Voilà pour cette partie. Là, je vais faire juste un focus sur comment consulter le montant d'aide sociale si vous ne l'avez pas encore fait avant son affichage sur le bulletin. Il y a deux possibilités avec ou sans l'outil ACE en fonction de votre équipement. Pour les clients qui sont équipés d'ACE, vous bénéficiez de l'espace de contrôle individuel, du tableau récapitulatif des rubriques, de l'écran de synthèse des montants et également de l'affichage du bulletin clarifié. Pour les clients non équipés d'ACE, vous pouvez consulter le montant d'aide sociale sur la DTR, tableau récapitulatif des rubriques, et également en affichage sur le bulletin clarifié. Voilà pour cette partie consultation. En complément
d'informations. Je fais un petit zoom là. Si vous êtes abonné à la ligne sociale, n'hésitez pas à l'utiliser, hein, si vous avez des questions d'ordre juridique, notamment dans le cadre du montant net social. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, sachez que ce service a été mis en place, hein, pour permettre de répondre à toutes les questions relatives à l'application du droit social, et ce sont des juristes, hein, qui répondent à vos questions. Donc, on vous a indiqué ici le numéro pour que vous puissiez les contacter, hein, si vous le souhaitez. S'il y a des questions encore, là, Marie va s'attacher, on va s'attacher à répondre à vos questions, et j'imagine, je vois dans le chat que vous avez de nombreuses questions fonctionnelles et en paye. Voilà, donc on va essayer de s'y attacher. Toutefois, il y a quand même cette possibilité de contacter la ligne sociale, hein. Vous avez, pour les personnes qui ne sont pas abonnées, la possibilité de poser une question gratuitement. Je vous propose maintenant, on va avoir le temps justement de répondre à vos questions. Et je pense que c'est le plus important, hein, répondre à vos interrogations aujourd'hui, aux questions que vous avez posées dans le chat. Laetitia Baloul va nous lire, hein, les questions que vous avez posées. Donc Laetitia, je te passe la parole. Oui, merci Audrey. Alors, il y a des questions auxquelles on a répondu en cours de présentation, mais je pense que voilà, faut probablement les reprendre Oui. malgré tout. Alors, on a une première question qui nous dit bonjour. Est-ce qu'il s'agit uniquement, enfin, est-ce que le montant net social sert uniquement aux prestations de RSA et de primes d'activité? Alors aujourd'hui, enfin à partir là de cet été et aussi pour l'année 2024, oui, tout à fait. Il y a pour l'instant, ça sera juste pour le bénéfice donc du RSA et de la prime d'activité. Il est prévu que ce dispositif-là soit étendu à l'ensemble des prestations sociales. Mais là, pour l'instant, même si on est en étroite collaboration avec la direction de la sécurité sociale, je peux pas vous dire à partir de quand ça sera déployé, mais c'est vraiment, ça s'inscrit vraiment dans le cadre de la solidarité à la source. Donc aujourd'hui, on a le prélèvement à la source où les impôts sont prélevés directement sur notre bulletin de paye. Il est prévu demain, enfin après-demain, avec la solidarité à la source, que un salaire, n'importe quel bénéficiaire du RSA n'ait pas de démarche particulière à faire. Ils reçoivent directement sur son compte son montant de RSA, par exemple, en fonction des données qui auront été déclarées en DSN s'il est salarié. Merci. Alors, savez-vous si la CAF a changé les modalités de montant pris en compte pour la prime d'activité et le RSA? Je sais pas. Alors, je suis très honnête avec vous, je sais pas. Sur la déclaration de ressources, donc il y a un espèce de CERFA, hein, sur la déclaration de ressources. C'est toujours le même CERFA. J'ose espérer qu'on va communiquer. Enfin, normalement, il y a un kit de communication qui va être mis en place aussi par le gouvernement pour dire, toi, salarié qui fait ta déclaration de ressources, il y a écrit, enfin normalement, il faut renseigner voilà le salaire net du mois précédent. Et ben, on lui dira, tu iras chercher la donnée montant net social sur ton bulletin de paye. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Alors, est-ce que le montant net social pourra être utilisé pour celles et ceux qui ont perçu une prime en mars 2023? Ou est-ce que ce sera alors, pour l'année Alors non, prochaine? alors il n'y a pas de rétroactivité. On commence à calculer le montant net social qu'à partir de juin 2023 et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de régularisation, il n'y a pas de cumul annuel. Donc voilà, si on veut revérifier, enfin si on était bien éligible en mars 2023 au montant du net social, enfin au RSA par exemple, on n'ira pas chercher ce montant net social. Je suis pas sûre de répondre bien à la question, mais On le déclare qu'à partir du mois de juin ou juillet c'est 2023. ça, Voilà. exactement. En rétroactivité, en fait. Sans rétroactivité, oui. Qu'en est-il des expatriés payés dans le pays d'accueil pour qui nous maintenons les cotisations à la CFE? Alors les cotisations CFE ne viennent pas en déduction du brut social. Puisque par définition, ce ne sont pas des cotisations obligatoirement prévues par le Code de la sécurité sociale. Et si en plus il est payé que dans le pays d'accueil et que vous, employeur français, vous ne lui versez plus rien, il n'y aura pas d'affichage, enfin le montant net social sera à 0 pour ce salarié-là. Est-ce que les stagiaires sont concernés?
Oui, et on prend la totalité de la gratification, qu'elle soit soumise à cotisation ou pas. Donc qu'on soit au-dessus ou en deçà de la franchise, toute la gratification participe au calcul du net social, du montant net social. Est-ce qu'on pourrait préciser ce qu'est le RSA et la prime d'activité pour les gestionnaires de sociétés françaises et qui sont basés à l'étranger, qui ne connaissent pas nécessairement Ah, toutes nos subtilités françaises? le RSA, donc c'est un revenu légalement, c'est le revenu de solidarité active et ça garantit, ça fait partie du domaine de la protection sociale française qui garantit à tout individu en France un minimum pour vivre, donc qui aujourd'hui est à 607 €, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà ce qu'est le RSA. Et la prime d'activité, je suis très honnête avec vous, je ne connais pas la définition exacte, mais dans mon souvenir, ça permettait à un individu qui retrouvait un emploi d'avoir une rémunération, y compris avec la prime d'activité, plus ou moins égale au SMIC, mais je vous dis peut-être des bêtises. Vous avez Je vois des juste une question. précisions? Ouais, Oui. juste pour préciser, hein, pour aller plus loin sur ces questions-là, vous avez les sites des organismes, comment dire, dédiés, hein, sur lesquels vous pouvez obtenir les informations, notamment sur la CAF. Excuse-moi, Marie. Non, vas-y. Non, voilà. Pourquoi l'indemnité de télétravail n'est pas incluse dans le montant net social et l'indemnité de transport, si? Alors, je me suis peut-être mal exprimée. L'indemnité de télétravail, en fait, hein, si vous respectez les limites d'exonération sociale qui sont prévues par notamment le bulletin officiel de la sécurité sociale. Alors, j'ai pas les valeurs en tête là exactement, mais cette indemnité de télétravail ne sera pas incluse dans le montant net social, au même titre que la prise en charge de la carte de l'abonnement transport public, à partir du moment où on respecte les limites d'exonération sociale. Si vous allez au-delà des limites d'exonération sociale, alors l'indemnité de télétravail, mais aussi l'indemnité de transport, ne peuvent plus être considérées comme des frais professionnels et donc ça alimente le montant net social. Je vois un exemple, je suis désolée, je rebondis parce que je vois si on rembourse 75% de l'abonnement Navigo, les 25% supplémentaires seront inclus dans le MNS. En 2025, oui, puisque là, en 2023 et 2024, il y a eu avec les lois pouvoir d'achat de l'été dernier, on a augmenté le seuil d'exonération sociale à 75%. Donc, il y a la participation obligatoire qui est à 50%, mais les lois de pouvoir d'achat de l'été dernier nous ont dit on peut exonérer de cotisation le forfait Navigo jusqu'à 75%. Donc, si vous prenez 75%, aujourd'hui, les 75% n'alimenteront pas le montant net social. À partir de 2024, effectivement, si la limite redescend à 50%, alors là, il y aura de fortes chances pour que cette prise en charge, les 25%, alimentent effectivement le net social. Tout à fait. Alors donc les stagiaires sont concernés par le montant net social et si aujourd'hui on ne fait pas de paye pour les stagiaires, est-ce qu'il faut en faire dorénavant? Oui. Je vois pas de solution autre que de produire un bulletin pour les stagiaires, y compris pour ceux qui sont en dessous de la gratification. Enfin voilà, c'est la juriste qui répond. Effectivement, aujourd'hui, la loi nous dit il faut calculer un montant net social et le porter à la connaissance de tous, y compris des stagiaires et y compris pour la part de gratification qui est inférieure à la franchise. Il y a un fort risque, hein, oui, qu'il faille produire un bulletin pour les stagiaires, pour Je tous nos pense qu'il n'y a pas stagiaires. d'ambiguïté. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Il faut effectivement produire ce bulletin et déclarer son montant net social, c'est clair. Oui. Quid des indemnités de prévoyance? Les IJ prévoyance, voilà, elles sont, qu'elles soient soumises à cotisation ou pas, donc qu'elles soient financées par l'employeur ou par le salarié, doivent alimenter le montant net social. Si les IJSS sont exclus, est-ce que les prestations versées par un... Bon, donc voilà, oui, on est
indemnité de prévoyance. On y Donc voilà, il revenait y a aussi. vraiment que alors les IGSS net sont exclus du montant net social, mais elles sont exclues du montant net social elles sont exclues du montant net social qui est calculé par l'employeur. L'IJSS, qui est versé par la Sécu, elle alimentera un montant net social, mais elle alimentera un montant net social qui sera calculé par la caisse primaire d'assurance maladie et qui sera soumise, qui sera déclarée en DSN, comme aujourd'hui on a la déclaration d'impôt qui tient compte de nos IJSS, par exemple, qui sont directement déclarés par la CEPAM. Même en cas de subrogation. Subrogation ou pas subrogation, les IJSS, effectivement, net n'alimentent pas le montant net social calculé par l'employeur. Excuse-moi. Pas de problème. Est-ce que les éléments du bas de bulletin en net sont concernés dans l'alimentation du montant net social? On cite en exemple les indemnités de télétravail qu'on a vu précédemment, mais je pense qu'on oui peut et non, peut-être en faire fait. plus large sur ce qui est On ne peut pas indemnité. faire une règle générale disant tout ce qui est en bas de bulletin, tout ce qui est en élément net, ça alimente ou ça alimente pas le net social. Tout ce qui est en bas de bulletin, qui est en net, qui correspond à un remboursement de frais professionnels, ça n'alimentera pas le net social. Tout le reste qui est en net, mais qui ne correspond pas à du frais professionnel, donc les indemnités de rupture, les primes exonérées, team PPV, etc., ça doit alimenter le montant net social. Ce qui répond à la question suivante, qui était la prime de partage de la valeur fait-elle partie du montant net social? Oui, quel que soit son régime, soumise, pas soumise, imposable, pas imposable, ça alimente le montant net social. Alors ensuite, nos cotisations prévoyance sont splittées en deux. Les cotisations prévoyance invalidité décès qui apparaissent au niveau du bloc des cotisations et les cotisations prévoyance incapacité qui apparaissent en bas de bulletin. Dans les textes et dans vos communications, je comprends bien que les cotisations prévoyance sont à rajouter dans le net social. Pour ma part, seules les cotisations prévoyance invalidité décès sont reprises. Je voulais m'assurer s'il était normal que les cotisations prévoyance incapacité ne soient pas reprises. Je veux Dans pas, le montant net je veux pas social. dire de bêtises. Enfin voilà, je suis pas sûre de tout comprendre. La cotisation prévoyance, incapacité, invalidité, décès, tout ça c'est de la prévoyance au sens de la direction de la sécurité sociale. Donc toutes ces cotisations patronales qui viennent financer l'incapacité, l'invalidité, le décès doivent alimenter le montant net social. En revanche, les cotisations salariales ne viendront pas en déduction du montant net social. Il n'y a que vraiment ce qu'on appelle la mutuelle, enfin voilà, ce qu'on appelle mutuelle frais de santé, qui se retrouveront en haut du bulletin de paye dans le bloc cotisation obligatoire. Donc, on a réexpliqué ça aussi dans le cadre des vidéos. Alors, je fais de la pub pour les vidéos aussi, mais on a essayé de réexpliquer peut-être un peu plus dans le détail les choses dans les vidéos. Donc oui, les cotisations prévoyance incapacité, les rubriques patronales doivent venir s'ajouter au montant net social. Les cotisations de mutuelle optionnelles ne sont donc pas à déduire. Non, alors j'ai conscience que là, c'est pareil, il faut qu'on split notre cerveau par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui de notre paye, de nos bulletins de paye, du régime social et fiscal qu'on connaît des cotisations de prévoyance mutuelle et retraite supplémentaire. On a vraiment une nouvelle gymnastique à avoir. Aujourd'hui, je fais un petit cours rapide, mais on le sait, on a des cotisations. Pour savoir si nos cotisations, elles sont soumises à ce qu'on a à impôt dès le premier euro, par exemple. Est-ce que la cotisation salariale elle est déductible ou pas pour calculer le net fiscal? La cotisation salariale de mutuelle, de prévoyance, de retraite supplémentaire, on regarde si le contrat il est obligatoire et collectif dans l'entreprise. S'il est obligatoire et collectif, on dit que c'est déductible. Donc voilà, on considère que c'est des cotisations obligatoires au sens réintégration sociale et fiscale.
Par contre, s'il y a des options, par exemple des options mutuelles, des options prévoyance, une garantie d'essai supplémentaire prise en charge, enfin que le salarié décide d'avoir à sa charge, eh bien ces cotisations-là, elles sont optionnelles, donc elles ne sont plus déductibles et grosso modo, la part patronale, elle est soumise à cotisation. Ça continue à exister pour calculer le brut de sécurité sociale, le net imposable et donc nos calculs de réintégration sociale et fiscale. Mais il faut faire fi de tout ça, vraiment, on balaye tout ça pour se focaliser sur le montant net social. Et sur le montant net social, il n'y a que les cotisations mutuelles, frais de santé, listées, enfin voilà, qui ont été rendues obligatoires par l'article L911-1-7 de la Sécurité sociale, il y a à peine une dizaine d'années. Ces cotisations-là de mutuelles frais de santé qui sont considérées comme des cotisations obligatoires et donc qui viendront en déduction du brut social. On tient compte dans ces cotisations mutuelles frais de santé et on a eu des échanges, on a des échanges pas quotidiens parce que ça serait un peu exagéré, mais des échanges très fréquents avec la direction de la sécurité sociale nous confirmant que c'est vraiment tout le package mutuel, qu'on ait un socle de base ou qu'on ait des options, options famille, options isolées, peu importe. Tout ce package-là, mutuel, est considéré comme une cotisation obligatoire au sens du montant net social. Donc normalement, il y a déjà une FAQ qui est mise en ligne sur le site du ministère du Travail, qui va pas très loin sur les mutuelles, mais il va y avoir normalement aussi une instruction circulaire qui sera mise en ligne sur le site du bulletin officiel de la Sécurité sociale par la direction de la Sécu. Et je fais juste une autre parenthèse, que j'ai vu qu'il y avait une question. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à tout aujourd'hui, mais on va se débrouiller. Le montant de réintégration sociale, donc si on a un excédent social qui se déclenche, cet excédent social ne participera pas au calcul du brut social. Ça ne viendra pas gonfler le brut social. Donc voilà, la cotisation mutuelle salariale facultative des ayants droit des enfants. Donc c'est une option qu'on prend. Ça vient pas dans le montant net social. On va avoir brut social moins la totalité des cotisations salariales de mutuelle, y compris l'option mutuelle facultative ayant droit. Ça viendra en déduction de mon brut social. Voilà, j'espère que c'est clair. Merci Marie. Je pense que nous on mène dedans, c'est clair, mais c'est comme tu dis un nouveau paradigme, donc il faut le prendre en compte. Je pense que ça va être c'est une gymnastique nouvelle qu'il faut faire. Il va falloir peut-être un peu de temps pour chacun d'entre vous de le comprendre. Il est 11h55. En théorie, on doit arrêter à midi. On a beaucoup de questions encore, Laetitia, je pense. Hein, oui. Beaucoup. Je suis pas sûr qu'on ait le temps de répondre à toutes les questions. Je vous propose, on va peut-être encore continuer 3-4 minutes, mais il est clair que on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. Il y a les vidéos qui sont en ligne, on en a parlé tout à l'heure. Vous pourrez aller chercher des informations sur les vidéos que l'on a mises à disposition. Il y a les liens des sites, des sites institutionnels en ligne également pour vous aider faire des réponses. Il y a notre ligne sociale que vous pouvez contacter. Ça permettra, je l'espère, de continuer cette appropriation du montant net social. On peut néanmoins continuer les 4-5 minutes qui nous restent. Je repasse la parole, Laetitia. Après, je fais juste une parenthèse. Vous avez aussi accès à The Bridge. Normalement, tous autour de la table, vous avez accès à The Bridge. Donc, n'hésitez pas aussi à échanger sur ce thème-là avec la communauté. On est aussi là pour regarder et pour répondre à vos interrogations lorsqu'il y en a. Mais voilà, et n'hésitez pas aussi à aller sur The Bridge, voir tout ce qu'il y a. Et je pense que ça peut être un bon moyen aussi d'échanger entre vous sur ces questions d'actualité. Peut-être que merci, oui, parce que tu as raison, The Bridge, c'est vraiment un moyen d'échanger entre vous et de se répondre à l'intérieur de la communauté ADP. Peut-être, Laetitia, il y a beaucoup de questions qui vont porter sur le contenu du montant net social et Marie-Eugénie a essayé de répondre à une partie, mais il en reste beaucoup d'autres. Oui. Mais il y a eu des questions sur le paramétrage. Alors, je descends. Plusieurs questions sur le paramétrage et sur qu'attend ADP de notre part. J'ai vu des questions de ce style-là en termes de paramétrage. Vous avez notre paramétrage, donc vous savez. Si vous permettez, je vais répondre à cette question. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, vous êtes plus de 1500, on a beaucoup de clients, c'est notre richesse, mais
tout le monde n'a pas la même solution chez ADP. Il y a des entreprises qui ont des solutions extrêmement modélisées, plutôt les PME en général. Donc, c'est un modèle très, très, très fermé dans lequel, effectivement, on a le paramétrage, on le connaît, et on n'est pas venu devant vous avec des questions ouvertes sur qu'est-ce qu'il faut mettre dans le montant d'aide sociale. Bien sûr, on a paramétré le montant d'aide sociale, mais parfois, il y a quelques subtilités, vous l'avez compris, sur les mutuelles, par exemple, obligatoires ou sur les prévoyances. Et donc, on a posé des questions spécifiques, dédiées, sur les points particuliers. Et c'est à ces questions-là, qui dépendent parfois de vos contrats, qu'on aimerait avoir une réponse pour être sûr de nous, même si à 90%, peut-être même à 100%, le modèle que nous avons mis en place est déjà complet et ce n'est qu'une validation de votre part. À l'inverse, nous avons des offres que vous connaissez pour certains d'entre vous, que vous utilisez, ADP Link, GXP Link, qui sont des offres plutôt dédiées aux très grandes entreprises, ou aux grandes entreprises, et sur lesquelles nous avons bâti, avec vous, lors de la phase de mise en place, une personnalisation très importante du réglementaire. Et là, il est évident que dans ce cadre-là, on a besoin de dialoguer avec vous, parce qu'on n'a pas un modèle, chaque client a son propre modèle, et on a besoin de dialoguer avec vous, votre service client a besoin de dialoguer avec vous pour comprendre et valider correctement qu'est-ce qui rentre dans le montant d'aide sociale et qu'est-ce qui ne rentre pas. Donc, je crois qu'on est vraiment sur deux types de populations, hein, les offres dites modélisées, donc celles auxquelles on vous propose quelque chose et on vous demande votre accord, mais il y a de fortes chances que la modélisation soit déjà OK, sauf si vous avez une particularité sur une indemnité très spéciale ou une prévoyance très spécifique. Et puis, il y a les offres moins modélisées, ADP Link, GXP Link, où on a besoin de votre retour. C'est la raison pour laquelle il y a eu effectivement, il y a des paramétrages qui sont encore en attente, puisqu'on vous demande pour l'instant de finaliser ce paramétrage. Voilà où on en est sur la partie paramétrage. J'ai vu également des questions sur les encarts. Certaines personnes ont dit qu'elles n'avaient pas été au courant qu'il y avait des encarts. Alors, on vous a, François, juste si tu me permets de répondre justement à cette partie, il y a plusieurs questions. On vous a adressé pour l'intégralité, la quasi-totalité du parc des tickets en fait via e-service. Si toutefois vous n'avez pas reçu cette communication, vous n'avez pas vu passer cette communication, je vous invite à vous rapprocher de votre service client pour demander déjà un spécimen de l'encart si vous voulez le voir de plus près. Et si vous êtes intéressé, nous le signaler pour une édition au mois de juillet. Je précise également, j'ai eu une question pour les clients non francophones. L'encart est traduit en anglais, donc il vous suffit de demander à votre service client. Il doit être en capacité de vous le fournir. Il y a des questions aussi sur qui va recevoir, en fait, quels salariés vont recevoir l'encart. L'encart est adressé aussi bien aux salariés qui sont dans un dispositif d'affranchissement, c'est-à-dire qu'on va éditer les encarts, les insérer dans le bulletin et les envoyer par la poste. Ça, c'est une première chose. Pour les clients, enfin pour ceux qui sont abonnés, équipés aujourd'hui de DigiPost, vos salariés vont recevoir leur encart avec leur bulletin sur le coffre-fort. Donc, ça va remonter sur tous les coffres-forts DigiPost pour les salariés donc, qui ont adhéré. Troisième possibilité, si vous êtes dans une solution dite self-service, là, on est en train justement de checker tous nos clients qui sont dans cette configuration-là pour vous remettre, en fait, pour les clients qui ont signé le bon de commande, le PDF de l'encart pour que vous puissiez vous-même donc imprimer et distribuer cet encart. Après, François, il y avait une question sur la tarification de l'encart également. Oui. Je te laisse peut-être y répondre. Sur l'encart, je ne peux pas vous répondre de façon si simple parce qu'effectivement, tu viens de le dire, Audrey, nous avons des clients qui sont en DigiPost, d'autres qui sont en papier, d'autres qui sont en self-service. Donc, les coûts ne sont pas du tout les mêmes, tout simplement parce que les coûts de production pour ADP ne sont pas du tout non plus les mêmes. Et puis, par ailleurs, effectivement, nous avons des tranches nous avons des coûts adaptés aux tailles de clients, aux tranches de clients et au volume d'édition que ça leur représente. C'est évidemment pas le même coût pour une entreprise de 10 000 salariés que pour une entreprise de 100 salariés. Et nous avons ce type d'entreprise dans notre portefeuille client. Donc, il y a un barème de coût que votre, je vois qu'il y a quelqu'un qui met un coût, mais c'est un coût qui est adapté à son contexte et à sa taille et à son type d'édition. Donc, effectivement, ce coût n'est pas valable du tout pour tout le monde. Donc, voilà. Donc,
Il y a différents types de coûts et c'est votre service client, c'est-à-dire dans le bon de commande, enfin le bon de commande, on peut dire comme ça, quand vous avez reçu, le coût est indiqué très clairement, donc vous l'avez et il est individualisé. Alors, il est 12h03, je crois qu'il va être temps que nous arrêtions cette session. Je crois que tu viens de dire, Marie-Eugénie, tu viens d'écrire qu'effectivement, pour le redire à tout le monde, le PowerPoint sera mis à disposition et la session est enregistrée et le lien vers le replay sera également mis à disposition pour tous ceux qui souhaiteront la revisualiser. Je crois qu'on a fait le tour. Merci de votre écoute. Merci Audrey, merci Laetitia, merci Marie-Eugénie. On va clore la session. Et puis, je pense que dans les jours qui viennent, je vous rappelle que vos services clients ils ont été aussi bien sûr formés et informés. Ils sont également là pour répondre à toutes vos questions sur le sujet, pour boucler ce montant d'aide sociale en juin ou au plus tard en juillet pour ceux qui ne l'auraient pas préparé pour juin. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Excellente journée. Au revoir.